À celles et ceux qui me regardent et qui aiment lire. J'avais envie de partager des lectures de l'année passée, écoulée, la séquence un peu récente avec vous, pour peut-être vous donner envie d'aller en librairie, et en librairie, on est bien d'accord, pas de commander sur Amazon ou ailleurs, chercher quelques livres que j'ai envie de vous conseiller. Où va l'argent des pauvres, parce qu'il est d'abord très facile à lire, et là on rentre dans le menu détail sociologique de la façon dont, d'une certaine manière, on surtaxe les pauvres et que l'équation est rendue beaucoup plus difficile pour eux. La fabrique du consommateur d'Anthony Galuzzo, on bascule dans un autre modèle de société dans lequel nous, on est comme tellement habitué qu'on est dedans, enfermé dedans, sans bien mesurer que ça n'a pas toujours été comme ça et que c'est une grande part à la fois d'inégalité et d'aliénation qui se niche dans ce nouveau mode de fonctionnement et d'organisation sociale. Ce qui est frappant cette année, ça, je trouve, ce sont tous les récits ou romans qui parlent du viol. Alors du coup, bon, là j'en ai 4 sous la main, mais en fait c'est très impressionnant, c'est la suite de la vague MeToo. C'est Eve Ensler, peut-être vous la connaissez, c'est celle qui avait écrit les monologues du vagin. Et là, elle a écrit une lettre qui est en fait la lettre que son père ne lui a pas écrite. Son père est mort, il l'a violée. Et c'est elle qui prend la plume en imaginant ce qu'il aurait pu lui écrire. Les filles de Romorantin, qui est écrit par Nassira El Moadem, qui est une journaliste qui écrit dans Le Monde et qui maintenant dirige le Bondi Blog. C'est cette jeune femme qui, donc, elle est journaliste, vit à Paris et qui retourne dans la ville de son enfance, qui est Romorantin, en pleine ambiance gilet jaune, et qui nous raconte un peu ce va-et-vient entre différents mondes. Et c'est très très juste. Voilà. Celui-ci absolument extra. C'est Gaëlle Nohan. Moi, je ne connaissais pas cette auteure. Ça s'appelle La femme révélée. Et en fait, je me suis même dit que c'était un livre, un roman complètement lié à l'intersectionnalité. Là, on se retrouve aux États-Unis avec des enjeux de classe et de race, toute la lutte américaine dans les années 60 contre le racisme. Et on est au cœur de cette question, de ces questions plus exactement, qui s'articulent, et c'est vraiment super, super magnifique, avec une écriture incroyable. Voilà, je m'arrête là parce que c'est quand même pas mal. Et puis on a le droit aussi de buller, hein, on n'est pas obligé de lire. Moi, c'est une passion que j'ai. Dernière inspirée-expirée pour la saison 2019-2020. Et évidemment, j'ai envie de commenter le discours du nouveau Premier ministre, mais ça va être très rapide, parce qu'il est difficile de commenter le vide, et que à ce moment où, quand même, un discours d'intronisation pour un nouveau gouvernement, c'est très attendu, et on s'est rendu compte que non seulement l'éloquence n'était pas du tout au rendez-vous, c'est-à-dire qu'il y avait une très grande difficulté à écouter, à accrocher sur la forme à ce que disait le Premier ministre Jean Castex, mais sur le fond, c'est tout simplement une accélération des politiques telles qu'elles sont menées depuis 3 ans, avec toujours ces mêmes recettes néolibérales, toujours une bonne dose d'autoritarisme qui va avec, de contrôle social. Et donc, moralité des courses, rien de nouveau sous le soleil, contrairement à ce qu'avait dit le président de la République. En pleine crise du Covid, rien ne sera comme avant, et bien finalement, tout s'apprête à être pire qu'avant. Alors, pour partir en vacances, pour celles et ceux qui ont la chance de partir en vacances, ou en tout cas pour essayer de profiter de l'été autant qu'on peut, et d'un temps un peu plus calme, moins accéléré, j'ai décidé de m'adresser tout particulièrement à celles et ceux qui me regardent et qui aiment lire, comme moi. Donc voilà, j'aime beaucoup lire, et j'avais envie de partager des lectures de l'année passée, écoulée, la séquence un peu récente avec vous, pour peut-être vous donner envie d'aller en librairie, et en librairie, on est bien d'accord, pas de commander sur Amazon ou ailleurs, chercher quelques livres que j'ai envie de vous conseiller. Alors le premier, je commence par les essais. C'est l'essai vraiment que j'ai préféré cette année, qui s'appelle « Où va l'argent des pauvres ?» parce qu'il est d'abord très facile à lire, très agréable, qui pose une question un peu décapante, puisque on a toujours l'impression que si les pauvres sont pauvres, c'est parce qu'ils gèrent mal leur argent. Et là, on rentre dans le menu détail sociologique de la façon dont, d'une certaine manière, on surtaxe les pauvres, et que l'équation est rendue beaucoup plus difficile pour eux.
et toute une notion sur le luxe, sur le superflu. Enfin, c'est tout à fait passionnant et ça se termine sur une idée très simple qui consiste à dire que si on veut que les pauvres soient moins pauvres, il faut faire en sorte qu'ils aient plus d'argent et donc partager les richesses. Je recommande vraiment ce livre de Denis Colombi, Où va l'argent des riches. Ensuite, autre bouquin que j'ai beaucoup aimé, et pour ne rien vous cacher, ces 2 livres, je les ai lus pour préparer mon prochain livre qui sort au mois d'octobre et qui s'appelle « À gauche en sortant de l'hypermarché », qui traite donc de ce lieu qu'est l'hypermarché avec toutes ses dimensions, le consumérisme, la situation des caissières, ces premières de cordée qu'on a pour certains en tout cas découvert au moment de la crise du Covid, et puis d'autres enjeux en fait autour de ce lieu qui permettent de se projeter dans ce qui ne va pas dans la société consumériste et néolibérale, et aussi ce qui pourrait être un avenir meilleur si on arrête d'être totalement rivé à la logique marchande. Et donc pour écrire ce livre, qui sort donc chez Grasset en octobre, j'ai lu La fabrique du consommateur d'Anthony Galluzzo, qui vient de sortir chez Zone, et qui est en fait une histoire de la société marchande. Et c'est pareil, ça se lit vraiment bien. Ça nous emmène au tout début de l'idéologie de la consommation, avec tous ces lieux, les grands magasins qui étaient d'abord adressés aux bourgeois, et puis en fait une histoire très très accélérée. C'est ça que permet de mesurer ce livre, c'est la rapidité avec laquelle finalement les infrastructures, l'arrivée des ordinateurs, toute une ingénierie en fait technique, évidemment la circulation des marchandises avec les transports, fait qu'on bascule dans un autre modèle de société dans lequel nous on est comme tellement habitué qu'on est dedans, enfermé dedans, sans bien mesurer que ça n'a pas toujours été comme ça, et que c'est une grande part à la fois d'inégalité et d'aliénation qui se niche dans ce nouveau mode de fonctionnement et d'organisation sociale. Voilà, donc c'est tout à fait passionnant. Et en fait, chez Zone, il y a beaucoup de choses passionnantes. Et j'ai dû déjà vous le dire quelque part sur mes réseaux sociaux, mais je le redis, c'était l'année d'avant, mais c'est super bien. C'est le livre de Razmik Kocheyan, Les besoins artificiels, comment sortir du consumérisme. Là aussi, c'est à partir d'exemples très concrets. C'est très adossé aux thèses bien connues d'André Gortz en particulier ou d'autres sur le fait qu'il y a des besoins qui sont des besoins nécessaires et des besoins superflus qui sont totalement incités par la société de consommation aujourd'hui, qui vise sans arrêt à nous faire consommer plus de produits qui sont toujours plus obsolescents. Et donc il faut qu'on réfléchisse sur les besoins nécessaires. Et alors, comment on définit les besoins nécessaires? C'est toute la question qu'oppose d'une certaine manière ce livre. C'est une question démocratique. Et donc voilà, pour en mesurer toute l'ampleur, je recommande de lire ce livre de Razmik. Je passe des essais à un récit que j'ai super aimé cette année, qui s'appelle Les filles de Romorantin, qui est écrit par Nassira El Moadem, qui est une journaliste qui écrit dans Le Monde et qui maintenant dirige le Bondi Blog. Donc quand j'avais vu le petit livre, j'avais une curiosité vraiment, et c'est Mathilde Larère, l'historienne que vous connaissez peut-être, qui avait fait passer sur les réseaux sociaux le fait qu'elle avait aimé. Alors je me suis ruée dessus, et en effet c'est vachement bien. C'est très court, c'est assez poignant, et en fait c'est cette jeune femme qui donc elle est journaliste, vit à Paris et qui retourne dans la ville de son enfance qui est Romorantin en pleine ambiance gilet jaune, et qui nous raconte un peu ce va-et-vient entre différents mondes, et c'est très très juste. Voilà, c'est très juste, très joli, très poignant, donc un très beau récit. Ensuite, voilà, mon roman préféré de l'année, il y en a toujours un chaque année, un roman, je ne sais pas pourquoi, qui marque plus que les autres. Et celui-ci absolument extra, c'est Gaël Nohan. Moi, je ne connaissais pas cette auteure, ça s'appelle La femme révélée. Et en fait, je me suis même dit que c'était un roman complètement lié à l'intersectionnalité. Vous savez, ce courant qui vise à lier la question classe, race, sexe. Et en fait, d'une certaine manière, c'est un peu un roman de l'intersectionnalité, puisque c'est l'histoire d'une femme qui quitte les États-Unis, son mari, son fils. On est au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. Elle arrive à Paris sous un faux nom. Elle change sa carte d'identité. Et en fait, on ne sait pas pourquoi elle est partie. Et l'histoire du livre, c'est de remonter le fil pour comprendre pourquoi elle est partie. Et là, on se retrouve aux États-Unis avec des enjeux de classe et de race, toute la lutte
toute la lutte américaine dans les années 60 contre le racisme. Et on est au cœur de cette question, de ces questions plus exactement, qui s'articulent, et c'est vraiment super, super magnifique, avec une écriture incroyable. J'avoue que voilà, c'est vraiment une écriture remarquable. Donc s'il y avait un roman à lire cet été, pour moi en tout cas, que j'aurais envie d'offrir à tout le monde, c'est La femme révélée de Gaëlle. J'ai l'impression de faire de la pub, en fait, c'est complètement dingue, c'est juste des coups de cœur. Ensuite, ce qui est frappant cette année, ça, je trouve, ce sont tous les récits ou romans qui parlent du viol. Alors, du coup, bon, là, j'en ai 4 sous la main, mais en fait, c'est très impressionnant. C'est la suite de la vague MeToo. Et après cette vague MeToo, on se rend compte que, voilà, on se retrouve avec des récits, des romans qui n'existaient pas. En tout cas, moi, quand j'ai été victime de viol, j'ai cherché des livres sur le viol, et même des récits, des romans, et il y en avait très, très peu. Il y avait, il y avait un livre qui s'appelait Le viol du silence, et puis Tigre, tigre de Margot Fragoso. Voilà, Tigre, tigre de Margot Fragoso, qui était un récit assez dense, impressionnant, sur une jeune fille voilà, violée, mais il n'y avait en fait pas grand-chose. Et là, ce que je trouve fou, c'est que vraiment, sur les tables, il y a beaucoup, beaucoup de récits. Alors, c'est sous la forme du témoignage. Donc là, c'est vrai qu'il y en a 2 que j'ai trouvé remarquables. Le consentement de Vanessa Springora, dont on a beaucoup, beaucoup entendu parler, puisque l'affaire a éclaté dans le débat public et a fait un peu scandale, et à tel point d'ailleurs que j'ai vu des gens dire « Ah bon, est-ce que ça vaut vraiment le coup ?» tellement on en avait parlé. Et moi, je trouve que ça vaut vraiment le coup. Je trouve que c'est très, très bien... c'est bien écrit, c'est intéressant, et puis ça permet de rentrer dans toutes les contradictions qui peuvent entourer une situation dans laquelle elle s'est retrouvée, une jeune adolescente, toute jeune, face à un violeur, mais qui finalement est un homme de lettres dont on ne pourrait pas soupçonner qu'il soit un agresseur. Donc c'est vraiment très beau sur le consentement. De la même manière, Julia Foyce, je suis 1 sur 2, alors comme moi je suis 1 sur 2. Donc là, c'est un récit, moi, dans lequel je me retrouve, pas toujours évidemment, parce que chacun a sa singularité, mais qui est tout à fait chouette. Et je trouve que quand on a été victime, ou qu'on connaît quelqu'un qui a été victime, ou qu'on a envie de s'intéresser au sujet, c'est vrai que ce sont des récits qui permettent à la fois d'incarner complètement l'affaire et de mesurer tous les enjeux que recouvre le viol. Et après, il y a 2 romans. Alors un qui est incroyable, c'est Eve Ensler, peut-être vous la connaissez, c'est celle qui avait écrit Les monologues du vagin, une pièce de théâtre vraiment qui a fait le tour de France et du monde, et qui est absolument géniale. Et là, elle a écrit une lettre qui est en fait la lettre que son père ne lui a pas écrite. Son père est mort, il l'a violée, et c'est elle qui prend la plume en imaginant ce qu'il aurait pu lui écrire pour lui demander pardon. Donc c'est absolument poignant, hein, voilà, ça donne les larmes aux yeux, c'est très bien écrit, et pareil, ça permet aussi de comprendre ce qui se passe. Et là, c'est plus décalé parce que ça ne parle pas que de viol, mais voilà, j'en dirais pas forcément trop, mais c'est une jolie histoire. Donc, Otage de Nina Bouraoui, j'aime beaucoup Nina Bouraoui, qui est une très belle auteure. Et là, voilà, c'est l'histoire d'une femme qui a 53 ans, et on chemine avec elle. Je ne vous en dis pas plus, c'est très court, donc je n'ai même pas envie de vous raconter l'histoire, mais je vous le recommande parce que c'est juste très rapide à lire, mais assez fort comme histoire. On le lit d'une traite. Et puis là, c'est plus personnel et suggestif, parce que c'est un livre un peu philosophique, enfin un peu beaucoup d'ailleurs, puisque c'est Adèle Van Rett qui l'a écrit, que vous connaissez peut-être si vous écoutez Les chemins de la connaissance sur France Culture. Elle a écrit ce livre qui s'appelle La vie ordinaire, qui est en fait entre le récit très personnel et la réflexion philosophique sur ce qu'est une vie ordinaire. Et elle, en fait, elle dit que ça la gave complètement, la vie ordinaire. En gros, c'est son parti pris, qu'elle cherche un peu des moments exceptionnels, en tout cas d'essayer d'être dans la rareté des moments, la force du moment, et que tout ce qui relèverait du banal, du quotidien, pourrait l'ennuyer. Et en fait, elle creuse la notion, donc que je chemine avec elle, alors même qu'elle est enceinte. C'est-à-dire qu'elle est enceinte, elle va donner la vie, et on suit avec elle cet enjeu de l'ordinaire au moment même où elle donne la vie. Donc je trouve ça assez joli, ce rapport entre l'intime, la philosophie, et qu'on soit d'accord ou pas, y compris avec ses thèses, en tout cas ça permet de cheminer avec elle. J'ai trouvé que c'était assez réussi comme ouvrage, c'est chez Gallimard. Voilà.
Et puis, je boucle la boucle, parce que je me dis que peut-être à la fin de l'été, un certain nombre d'entre vous vont se remettre la tête dans la politique avec les universités d'été, les débats qui vont s'enclencher. Et il y a 2 petits livres intéressants que je n'ai pas encore lus, mais que j'emmène dans mes bagages. Celui d'Attaque, ce qui dépend de nous, qui est un manifeste pour une relocalisation écologique et solidaire. Donc c'est sous forme, d'une certaine manière, un peu programmatique. Et pareil, Retour sur Terre, qui sont 35 propositions écrites notamment par Dominique Bourg, Pablo Servigne, Joanne Chapoutot et d'autres. Et donc moi, je les mets dans mon sac parce que je me dis c'est chouette d'avoir en ramassé des propositions concrètes pour basculer dans une autre société. Et je termine par la somme que je mets aussi dans, je l'ai commencé, mais avec la folie de la vie, je me suis arrêtée en route, mais je l'embarque. C'est le livre de Pierre Charbonnier, Abondance et liberté, sous-titre Une histoire environnementale des idées politiques. C'est ardu, il ne faut pas se raconter de salade, mais franchement, c'est ardu comme écriture. Mais en tout cas, ce que ça contient, là où j'en suis et ce que je perçois, je pense que ça vaut le déplacement. Et même si on n'a pas le courage de lire tout son livre, je vous recommande de lire Pierre Charbonnier dans un certain nombre de ses interviews. Ça met du plomb dans la tête. Voilà, je m'arrête là parce que c'est quand même pas mal. Et puis on a le droit aussi de buller, hein, on n'est pas obligé de lire. Moi, c'est une passion que j'ai. Mais je vous souhaite à toutes et tous, en tout cas, de bien profiter de l'été et que nous puissions, dès fin août, moi je serai présente à différentes universités d'été. Et je pense qu'il va falloir redémarrer en espérant qu'il y aura du regain de conflit social et puis aussi de la discussion politique parce que la période qui s'ouvre va être une période tendue avec une grande récession économique, beaucoup de questions en suspens aussi par rapport au climat et à des enjeux démocratiques. Donc on ne va pas chômer, donc autant prendre des forces et à la rentrée se mettre tous en mouvement pour essayer d'aller le plus haut et le plus fort possible.